Bonjour, je m'appelle François Théry, je suis paysan. Je suis paysan à Gavrelle, c'est à 10 km d'ici, et en grande culture, quoi. On appelle ça grande culture, peut-être en polyculture, on va dire. Si je suis là, c'est en tant que témoin, hein, évidemment. Je précise toujours parce que je ne suis pas expert, quoi. Et si je peux parler de l'agriculture dont j'ai envie de parler, c'est aussi parce que je fais partie, je milite depuis 25 ans, que je suis installé à Gavrelle dans une association qui s'appelle le CEDAPA, avec des paysans de la région Nord-Pas-de-Calais qui travaillent sur un certain type de développement, un certain type d'agriculture, un certain type de développement agricole, quoi. Alors justement, François, est-ce que tu peux nous expliquer donc comment est-ce qu'on pratique une agriculture de qualité? Est-ce qu'il y a une démarche particulière? Est-ce qu'il y a des chartes? Comment ça se passe? Oui, alors en fait, moi ce que je défends, c'est une agriculture que j'appelle une agriculture paysanne. Voilà, alors on a fait un petit schéma pour essayer d'être clair, quoi. Ensemble, comme je disais tout à l'heure, avec de nombreux paysans ici en région, mais en France aussi, on a essayé de réfléchir sur le sens qu'avait notre métier. Et pour moi, le sens qu'a mon métier, ça se résume dans la charte de l'agriculture paysanne. En fait, aujourd'hui, moi je pense qu'il y a deux voies pour l'agriculture. Il y a une voie qu'on appelle traditionnellement agriculture industrielle qui privilégie les volumes, mais du coup qui entraîne de fait une standardisation des produits, une espèce de... On peut aller jusqu'à la monoculture dans certaines régions, ici on n'y est pas, mais enfin c'est quand même assez simplifié, et puis une grosse capitalisation financière en particulier, quoi. Et puis de l'autre côté, il y a un autre modèle de développement, c'est celui que j'ai essayé dans lequel je me suis engagé il y a une quinzaine d'années. C'est une agriculture où on a envie de créer de la valeur ajoutée pour vivre avec ce qu'on a. Donc ça rejoint aussi l'idée de sobriété, quoi, cher au colibri, mais voilà, c'est de vivre avec ce qu'on a parce qu'on doit partager l'espace, on doit partager les volumes à produire pour être nombreux à pouvoir accéder au métier. C'est ça qui donne du sens au métier, quoi. Et puis derrière, ça veut dire avoir des pratiques plus autonomes, plus économes en produits, en engrais, en capitaux, voilà. Et puis du coup jouer sur la biodiversité, quoi. C'est-à-dire pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour supporter les risques. Et du coup, on est plus résistant face aux aléas. Alors, c'est quelquefois des aléas économiques, mais aussi climatiques. Voilà. Donc, cette biodiversité, elle induit forcément une autre façon de cultiver, quoi. Et on privilégie le travail aussi, ce qui fait que abandonner les pesticides dans une logique comme ça, c'est assez naturel, quoi. Et puis derrière, pour moi la qualité c'est ça, c'est à la fois une agriculture qui fait des produits sains, donc si elle est bio c'est super, quoi, sans pesticides, là on est sûr. Bon, la qualité a été démontrée juste avant, donc je ne reviens pas sur les études qui montrent que sans pesticides il y a une meilleure qualité, mais pour moi un aliment de qualité, c'est aussi un aliment qui est fait avec amour et avec le sens de la responsabilité par rapport à la société dans laquelle on vit, quoi. C'est pour ça que tout en bas du schéma, peut-être vous ne le voyez pas, mais dans les deux démarches, on peut avoir du bio, quoi. Et moi, je connais des paysans qui sont conventionnels et qui sont tout à fait dans une démarche de produits de qualité, quoi. Simplement, si vous prenez des produits bio, et notamment des légumes qui viennent d'Almeria, il y a de grandes chances que ça soit des produits bio sans pesticides, mais avec une qualité sociale, je vous dis pas, quoi. Enfin, je vous fais pas de schéma, quoi.
on peut très bien... voilà, le bio, pour moi, ne suffit pas à définir un aliment de qualité, quoi. Pour moi, un aliment de qualité, c'est un produit bio, mais aussi paysan, quoi, derrière lequel il y a du travail et une transparence aussi, une grande transparence, ce qui explique aussi l'intérêt des circuits courts, quoi. Mais pas que, parce que tout le monde... Moi, par exemple, pour compléter un peu ma présentation, je suis sur 50 hectares. La moyenne de la région Nord-Pas-de-Calais, ça doit être 61, 62 hectares. Donc c'est pas une toute petite ferme, mais c'est pas non plus une grosse. Mais je pourrais pas vendre tout ce que je produis en circuit court, quoi. Je pense que c'est pas possible. Je sais pas, je vais pas être trop long. Ok, on parlera de la distribution tout à l'heure. Pour revenir sur un peu les définitions, on mélange un peu ce qui est bio, ce qui est pas bio. Donc là, tu nous as bien expliqué qu'en fait, ce qui est important, déjà, c'est la démarche de l'agriculteur, de celui qui va cultiver, hein, plus dans une démarche éthique. Quand on dit bio, c'est quoi alors finalement? C'est un cahier des charges? C'est des choses spécifiques? Alors il y a plein de dénominations d'agriculture. On a de l'agriculture bio, de l'agriculture de conservation, de l'agriculture de précision, ce qui fait que plus personne s'y retrouve, quoi. Mais par contre, quand on parle de bio, on parle vraiment d'une agriculture derrière laquelle il y a un cahier des charges, quoi. Il y a des règles qui sont contrôlées, et en gros, le cahier des charges de la bio, c'est absence de tout produit de synthèse dans les intrants, donc de pesticides de synthèse, d'engrais de synthèse ou solubles, ou très solubles. Il y a aussi des engrais naturels qui ne sont pas de synthèse, donc, mais qui sont très solubles, qui ont été à un moment acceptés en bio et qui ne le sont plus. En fait, la bio, elle s'appuie sur des principes. Donc, c'est des grands principes, c'est-à-dire nourrir le sol pour nourrir la plante. Voilà. Après, les principes, c'est très difficile à contrôler. Qui respecte les principes, qui ne les respecte pas, c'est très difficile. Mais du coup, là, il existe un cahier des charges qui donne ce que l'agriculteur a le droit d'utiliser, ce qu'il n'a pas le droit d'utiliser. Aujourd'hui, le cahier des charges est européen pour l'Europe, mais il existe beaucoup de cahiers des charges privés. Le cahier, alors ce que vous voyez derrière moi, c'est en haut à gauche le nouveau logo européen qui quand vous voyez, signifie que vous êtes avec un produit bio qui respecte le cahier des charges européen. Donc, en gros, c'est absence de produits de synthèse. À droite, c'est l'ancien logo français, parce qu'il y a quelques années, le cahier des charges français était plus rigoureux, était plus dur que le cahier des charges européen. Mais aujourd'hui, le AB, le logo AB, c'est la même chose, ne signifie plus rien. C'est la même chose que le logo à gauche, quoi, hein. Par contre, il y a des logos, c'est-à-dire des marques privées comme Nature et Progrès, Demeter ou Biocohérence, qui sont des cahiers des charges, donc toujours pour la bio, mais qui vont plus loin dans les exigences que le cahier des charges européen. Demeter, par exemple, c'est le cahier des charges des biodynamistes, quoi. Après, je ne connais pas spécialement, mais la spécificité de Nature et Progrès, c'est par exemple l'alliance entre consommateurs et producteurs pour le contrôle, et distributeurs pour le contrôle des producteurs, quoi. Voilà. Et EcoCert à droite, c'est un des groupes privés qui est en charge qui peut contrôler les agriculteurs bio. Il faut savoir que quand on veut passer en agriculture biologique, on se notifie. Donc on est connu par l'État pour être en bio. On a les aides de l'État et de l'Europe, enfin en particulier de l'État qui soutiennent la bio. Mais on est obligé aussi de choisir un contrôleur extérieur, quoi. C'est un organisme privé. Il y a Qualité France, il y a EcoCert qui est le plus connu. Et le contrôleur vient dans les fermes appliquer un protocole de contrôle, quoi. Voilà, pour faire simple. Ok, merci François. Michel, qui est là. Donc, Michel, toi, quelle est ton activité et où es-tu installé?
D'abord, bonsoir à tous, je me présente, moi c'est Michel Tellier, donc je suis maraîcher à Grand-Relcourt. Pour situer Grand-Relcourt, ça se situe en gros dans un triangle Arras-Saint-Paul-Doulan. Donc on est dans le Ternois, mais c'est vraiment limite Ternois-Artois, on est vraiment en bordure, on est à 1 km de la Somme. Et donc on est maraîcher à Grand-Relcourt sur une petite exploitation de 5,50 hectares. Et on cultive à la fois des légumes, environ 1,50 hectare de légumes divers. En général, on est entre 35 et 40 légumes, dont quelques particularités. On fait de l'artichaut, on fait de la fraise, on fait des fraises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toutes les cultures en général, en légumes. Et puis on fait aussi, sur le reste, on fait des céréales. Mais des céréales qui ne sont pas destinées à la grande... À la vente. À la vente, quoi, oui. Et qui sont utilisées pour nos propres volailles. C'est-à-dire qu'on fait de la poule pondeuse, on fait un peu de volaille de chair, et voilà. Donc tout est... Puis il y a un peu de févrole pour apporter les protéines. Et tout est réutilisé en fait sur l'exploitation. Nous on ne vend absolument, il n'y a rien qui sort de l'exploitation, soit qui soit transformé, ou vente directe au consommateur. Donc on fait 2 marchés par semaine, 2 marchés sur Arras, le jeudi et le samedi, et toutes nos ventes sont effectuées en direct au consommateur. Ok, donc soit c'est vendu direct au consommateur, soit c'est utilisé pour notamment l'alimentation des poules par exemple. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'est en circuit fermé en fait. Voilà, c'est circuit fermé, donc c'est producteur-consommateur. Et donc vous êtes certifié bio vous depuis longtemps? Nous on est certifié bio depuis 2 ans. Ça fait, on a eu 3 ans de conversion auparavant. Et puis depuis 2 ans, on vend sous la certification Écossaire. Donc on subit des contrôles réguliers, des analyses éventuellement, des prélèvements, ce qui est tout à fait normal. Et justement par rapport à ça, alors une question qu'on se pose à chaque fois et qui revient toujours, c'est oui mais le bio, c'est pas bio parce qu'un champ bio il est entouré de champs conventionnels. Et effectivement, on est allé voir à Grand-Relcourt, chez Michel, donc il y a les 5 hectares qui sont effectivement entourés enfin pas de tous les côtés, mais au moins d'un côté, de quelqu'un qui va cultiver en conventionnel. Comment ça se passe en fait quand ton voisin va traiter son champ? Disons qu'on a déjà la chance, c'est d'avoir une seule parcelle. Donc elle est déjà très large, elle fait au moins 400-500 mètres de large, donc on n'a que 2 voisins en fait. Ce qui limite éventuellement les risques de contamination. Et on s'arrange en général pour faire les légumes au milieu de la parcelle, de façon à protéger au maximum les légumes. Donc il y a éventuellement une petite bordure de chaque côté qui peut être soumise parfois à des pulvérisations ou des... Bon, là après c'est une question d'entente aussi avec les voisins, parce qu'ils savent qu'on est en biologique, et on a passé un accord verbal qui fait qu'en général, ils ne font pas de traitement, sauf si le vent est favorable, c'est-à-dire qu'il est favorable pour nos cultures. Donc c'est la seule garantie qu'on puisse apporter. Donc c'est important d'avoir de bonnes relations avec son voisin. Oui, tout à fait, oui. Encore un cas. Il n'y a pas de haie qui peut nous séparer? Si, c'est prévu de mettre une haie, oui. C'est pas fait, mais ça aurait dû être fait normalement cette année. C'est parce que, je travaille avec, vous aurez l'occasion de le découvrir après, je travaille avec Thibaut depuis 5 ans, qui va continuer l'exploitation, et qui travaille depuis l'année dernière avec son épouse. Et comme on avait fait des plantations d'artichauts, donc on n'a pas voulu démonter les artichauts pour remettre une haie, parce qu'on est obligé aussi, si on veut laisser une haie qui soit conséquente, au-delà de 2 mètres, il faut qu'on se mette à 2 mètres de la bordure. Donc il y a quand même une perte de terrain non négligeable de chaque côté, mais de toute façon je pense que c'est la solution d'avenir. C'est prévu. Ok. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'en fait, quand ton voisin va traiter, ce qui peut arriver toi sur tes cultures, ça va être en fait des dérives du produit utilisé. Ça n'a rien à voir avec le fait que ces produits à livre vont être directement sous le pulvérisateur. Les tiens sont soumis à des dérives. Est-ce que on peut dire ça? Oui, enfin, c'est dans la mesure où s'ils respectent déjà le fait qu'ils ne font pas de traitement quand le vent nous est défavorable, c'est déjà une garantie. Après, ça ne peut être que des petites projections, éventuellement des brouillards. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait que si c'est traité directement sur la culture. Et ça s'adresse uniquement aux céréales, donc pas directement consommé par les consommateurs. Donc,
on confirme ce que disait Pierre tout à l'heure, hein, quand on est en bio, on a quand même, on va dire 90% de pesticides en moins à peu près, en fonction des... après c'est une moyenne. Voilà. Donc en fait, toi, ta conversion au bio, ta certification, elle est assez récente. Est-ce qu'il y a beaucoup de conversions au bio dans la région? Non, malheureusement, nous, on n'a pas de voisins qui sont en conversion bio. Je n'en connais pas parce qu'on est dans des exploitations relativement importantes qui sont sur des schémas classiques. Donc, comme ils touchent des primes PAC importantes, ils ont un schéma qui ne fonctionne pas trop mal. Bon, en ce moment, c'est pas trop le cas. Ils ne sont pas trop satisfaits apparemment des prix qu'ils touchent, mais ils se satisfont de ce qu'ils ont, quoi. Ils ne cherchent pas en fait à se remettre en question, à remettre leur système en question. C'est difficile de faire une conversion en agriculture biologique? C'est assez compliqué au départ, parce que encore que nous, bon, moi ça fait déjà plusieurs années que j'étais déjà avec vraiment j'utilisais un minimum de traitement, c'était vraiment le strict minimum, donc le terrain était déjà préparé quand même à la conversion, parce qu'on s'aperçoit en fait qu'après quelques années de culture biologique, on retrouve un équilibre au niveau des insectes protecteurs, des insectes ravageurs, ça se fait naturellement quoi, en fait. Et ça, de plus en plus, on le constate. C'est un phénomène qui est assez intéressant. Les insectes sont revenus, en fait. Voilà, les insectes sont revenus, il y a un équilibre qui se crée, en fait. Pour donner un témoignage qui est assez signifiant, par exemple, nos voisins distribuent en permanence des granulés anti-limaces. Donc, ils sont vraiment en bordure de chez nous. Nous, on n'a jamais utilisé un seul granulé à limaces. Eux, ils ont des dégâts sur leurs céréales, c'est coupé net. Et nous, on n'a aucun dégât. Parce qu'en fait, ils ont du mal à comprendre que si on distribue les granulés, les limaces, forcément on détruit les limaces, mais on détruit aussi les carabes dorées qui sont les prédateurs des limaces. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Et nous, on s'aperçoit qu'au fil des années, on a de plus en plus de carabes dorées. Il y a une population qui se remet en route et on n'a aucun souci de ce côté-là. Donc il faut laisser faire la nature. Une question qu'on se pose aussi, si vous avez des questions, vous les notez pour la fin si vous voulez bien. Est-ce que les coûts de production sont plus élevés en bio? Oui, les coûts de production sont forcément plus élevés parce que déjà, il y a une chose qu'il faut déjà préciser, c'est qu'en moyenne, les aides PAC, qui sont de l'ordre de 10-12 milliards distribués aux agriculteurs, sont en moyenne de 34 000 € par agriculteur. Nous, pour faire du bio, on touche 2 200 € par an. Voilà. Donc, ça, c'est la réalité. Il faut savoir que cet été, on a embauché un saisonnier pendant une durée de 5 mois, uniquement pour désherber, en plus. Et le coût d'un salarié pendant 5 mois, c'est 10 000 €. Donc, moins de rendement, forcément, plus de temps passé, plus de main-d'œuvre. Forcément, le prix de revient n'est pas le même. Ok. On va se dépêcher parce qu'en fait, on est super en retard, évidemment, comme d'habitude. Une question aussi, alors qui revient souvent quand on a préparé cette conférence. Oui, le bio, c'est bien, mais alors, moi, je connais des gens qui font du raisonné. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agriculture raisonnée, Michel? Alors là, pour moi, l'agriculture raisonnée, c'est un peu de la poudre aux yeux. Parce que c'est un bien grand mot, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'agriculture raisonnée, en gros, ça se résout à deux choses. Si vous respectez les doses de traitement, si vous respectez les délais d'attente avant la récolte, en gros, de toute façon, normalement, tous les agriculteurs devraient être en agriculture raisonnée. C'est le minimum, en fait, qu'ils doivent respecter. Aujourd'hui, il y a des normes, il y a des respects de doses, de délais de récolte, donc tout le monde devrait être en agriculture raisonnée, en fait. Mais ils utilisent ce terme parce que ça fait bien. Moi, je pense que certains agriculteurs, forcément, on doit trouver des qualités différentes sur les produits, à condition que la personne soit elle-même raisonnable. Tout dépend de l'usage qu'elle fait des produits. Mais en gros, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, ça dépend de comment la personne le cultive. L'agriculture raisonnée, c'est plus basé sur la quantité. C'est d'abord produire de la quantité. Et l'agriculture biologique, c'est d'abord la qualité. D'accord. C'est les deux grosses différences. François, tu voulais compléter par rapport à l'agriculture raisonnée? Oui, parce que nous, on a été très virulents contre la notion d'agriculture raisonnée. Ça peut paraître choquant parce que
C'est vraiment un peu fourbe comme démarche, l'agriculture raisonnée. On ne peut pas être contre l'agriculture raisonnée. Et à la limite, quand on est paysan, quand on dit ben, vous êtes en agriculture raisonnée, ça suppose qu'il y en a qui ne seraient pas, quoi. Donc c'est quand même difficile à avaler. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le concept d'agriculture raisonnée, il a été lancé à une époque par un réseau qui s'appelait phare et qui regroupait à la fois la profession agricole majoritaire, donc le syndicat agricole majoritaire, mais aussi toutes les firmes phyto et la grande distribution. Donc c'est simplement une opération de greenwashing, hein, comme on en connaît dans l'industrie. Et donc c'est pour ça que ça va au-delà, enfin le concept d'agriculture raisonnée, ça va au-delà d'une simple technique, quoi. C'est une opération de com qui a été montée et largement financée, mais qui a échoué, quoi, en fait. Elle a échoué tout simplement parce que contrairement à la bio, par exemple, elle n'était pas basée sur un cahier des charges exigeant et au-delà de la réglementation, comme l'a expliqué Michel, quoi. Donc ça a échoué, même Auchan, à un moment donné, à utiliser le terme produit de l'agriculture raisonnée, etc. Aujourd'hui, ça se voit plus, quoi. Donc c'est une opération de com qui a échoué, mais qui fait du tort, quoi. Parce que quand on est consommateur et qu'on ne connaît pas ce milieu agricole, tout ce qui se passe derrière, ben, on pense que l'agriculture raisonnée, c'est déjà un plus, quoi. Mais c'est juste de l'enfumage, quoi. Donc, en fait, ce qu'il faut rechercher, ça va être l'agriculture paysanne. C'est ça. C'est plus que l'agriculture raisonnée. C'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Ça n'a rien à voir, quoi. Ok, c'est bon maintenant, on a compris. Oui. Quand on voit par exemple que l'agriculture raisonnée actuellement, il y a encore des pratiques qui sont assez outrancières, il y a certains agriculteurs qui continuent à pulvériser du Roundup juste avant la récolte des céréales. Tout ça parce que, si vous voulez, à partir du moment où on apporte des fongicides, où on apporte des raccourcisseurs, la céréale met beaucoup de temps à mûrir, ça prolonge le délai. Donc pour éviter les problèmes de récolte, ils pulvérisent du Roundup directement sur les céréales. Et quand on sait que le Roundup, c'est glyphosate, et les dégâts que le glyphosate peut faire au niveau de la santé, c'est un peu une pratique qui ne devrait plus être autorisée, quoi. Je ne sais d'ailleurs pas si elle est vraiment légale. Mais ça se pratique régulièrement. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a un délai avant récolte. Enfin, de mon temps. Il y avait un délai avant récolte. Mais ce que je voulais préciser, puisque j'ai le micro, c'est que quand moi j'attaque l'agriculture raisonnée, j'attaque pas les agriculteurs qui, de bonne foi, essayent de faire des progrès dans le sens d'une agriculture plus raisonnée, avec moins d'utilisation de pesticides, quoi. C'est ça qui est dramatique, c'est que cette opération, ce genre d'opération qui est menée par la profession, avec la complicité des responsables professionnels majoritaires, elle berne les consommateurs, quoi, hein, clairement, mais elle fait un tort énorme à la profession, à plein de paysans qui sont pas en bio, mais qui auraient envie de traiter moins ou de faire mieux, quoi. Ok, merci. Merci à tous les deux. On va passer d'un extrême à l'autre, hein, de l'agriculture raisonnée à la permaculture, donc avec Jean-Marie. Donc Jean-Marie, tu peux nous dire où tu es installé, ce que tu fais? Oui, ben, je me présente, Jean-Marie Audrey, donc maraîcher en permaculture à Bois-le-Saint-Marc, dans le sud de la Rajoie. Explique-nous ce que c'est la permaculture. Alors la permaculture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus approfondi que le bio, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer uniquement que sur des plus petites surfaces, parce que c'est du boulot, hein. La permaculture, c'est une méthode qui consiste à cultiver sans labour, donc sans mécanisation, afin de ne pas détruire ni perturber le sol. Les cultures se font sur butte permanente, d'où le terme de permaculture. Celles-ci sont couvertes de cultures diverses pratiquement toute l'année, sous habit et pour certains légumes à l'extérieur. Pour ce faire, on utilise la paille, les feuilles, le gazon,
ils trouvent leur place pour enrichir de manière constante le sol. Et la permaculture, c'est un travail assez complexe parce qu'il faut être très 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 attentif à ce qui se passe autour. Il faut être en harmonie totale avec l'environnement, la nature. Il faut surveiller les insectes, et tout tralala. Parce que tout a une fonction en fait. Hein. Tout a une fonction. Et, comme disait François, à propos de la culture raisonnée et autres, traiter c'est bien, mais bon là en permaculture on traite mais avec des produits naturels, mais même avec les produits naturels, traiter c'est bien, mais encore faut-il savoir pourquoi on traite. Donc il y a tous les plantes autour, les herbes autour qui sont utilisées à bon escient. S'il y a des insectes autour, des oiseaux autour, on sait très bien qu'on n'a pas besoin automatiquement de traiter parce que c'est eux qui vont faire la fonction d'éliminer les insectes. Enfin, c'est tout un travail en fait avec la nature. Il faut être en phase avec la nature. C'est ça la permaculture. En fait, c'est faire en sorte que la terre soit vivante et que du coup, les légumes, ce que vous cultivez, le soient aussi. Comment vous avez fait pour, quand vous êtes installé, pour connaître l'état du terrain, comment ça se passait? Pour connaître l'état du terrain, ça n'a pas été très difficile. J'ai vécu dessus pendant 1 an et demi dans une tente. Parce que j'ai voulu analyser non seulement ce qui se passait autour, mais je voulais voir au niveau des 4 saisons comment ça se déroulait. Parce que un terrain c'est bien, mais on ne sait pas ce qui s'y passe tout le temps. On continue 24 heures sur 24 sur le terrain, donc on ne voit pas ce qui s'y passe. Tandis que quand on y vit réellement, bon, c'est un peu fou de le faire même, mais je l'ai fait. Et ça a été quelque chose de formidable, ça a été enrichissant. Je me suis aperçu qu'à diverses saisons, il y avait divers insectes, divers animaux, divers oiseaux, et que le sol n'était pas identique à chaque saison. C'est comme ça que j'ai pu analyser en prélèvement ma terre, en regardant les mauvaises herbes. C'est comme ça que j'ai réussi à comprendre comment les éliminer. Parce qu'il y a des saisons avec certaines herbes et d'autres qui n'en a pas, donc mais c'est tout un travail en fait d'être attentif et de compréhension en fait. Est-ce que tu utilises des produits ou est-ce que c'est des choses que tu fabriques toi-même? Tous les produits que j'utilise sur le terrain, ils sont fabriqués à base de décoction ou de... ça, déjà, je me rappelle plus. Il fait lui-même, hein, c'est ça la réponse. Non, mais c'est tous des herbes que je fais macérer ou en décoction. Et après, je pulvérise le tout sur mes légumes quand c'est nécessaire. Si je vois que c'est pas utile, je ne le fais pas. En fait, moi, je ne fais pas de la prévention, je fais simplement du curatif. Parce que la prévention, c'est un peu comme dans l'agriculture actuelle, c'est beaucoup de préventif. Puis on s'aperçoit qu'on a déversé des litres et des litres de produits pour rien. Ce qui abîme non seulement le sol, mais qui détruit ce qui vit autour. Un autre challenge aussi que tu t'es lancé quand tu t'es installé, c'est de cultiver sans machine. Oui, justement parce qu'en permaculture, on essaye d'éviter, on ne laboure pas, déjà d'une, et on essaye d'éviter de bouger trop le sol. Parce que dans le sol, il y a une vie. Et cette vie-là, on en a besoin. On en a besoin parce qu'il y a tous les micro-organismes, il y a les insectes, tout ce qui s'ensuit, qui sont très 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 utiles pour pouvoir justement avoir un sol vivant. Voilà. Vivant. Un monde vivant. Parce qu'on ne les voit pas, il y en a beaucoup qui sont invisibles, à part le ver de terre qu'on voit couramment, mais tout le reste est invisible, mais ça travaille énormément, comme les champignons et tout autre. Et ça, c'est formidable à découvrir. On est en train de découvrir ça dans notre propre corps, nous, à l'intérieur des intestins, par exemple, pour voilà, ceux qui se souviennent de la dernière fois. Tout à fait. De toute façon, ce qui est dans le sol, on le retrouve dans nos intestins. Hein.
quand on consomme. Donc automatiquement, si ce qui est issu du sol est sain, nos intestins seront sains également. Okay. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans les légumes qui sont produits en permaculture par rapport à l'agriculture classique? Alors, de toute façon, ce qui est simple, c'est que si c'est produit naturellement, automatiquement, on aura des légumes qui ont un goût différent, ils seront beaucoup plus calorifiques, ça c'est clair. Pourquoi? Tout simplement parce que sans trop manipuler le sol, tout ce qui est autour, dans le sol, il y a toujours la garantie des nutriments et compagnie. En permaculture, on évite d'arroser énormément, sinon on s'en irait vers le principe de l'hydroponie. Donc automatiquement, c'est un légume qui va pousser tranquillement, qui sera dépourvu de toute maladie, ça c'est clair, et qui sera beaucoup plus riche. Parce que comme on n'arrose pas, la racine elle va plus profondément dans le sol, elle va tirer tout ce qui est utile dans la terre pour pouvoir nous nourrir ensuite. Donc bénéfique pour la santé. Ok. Pourquoi tu as fait ce choix alors, de cultiver comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça? Ça, c'est... Qu'est-ce qui m'a fait décider à cultiver comme ça? Tout simplement parce que dans le temps, mon métier de base, c'était boulanger-pâtissier. Ça n'avait rien à voir avec ça, mais bon, c'était toujours dans l'alimentation. Bon, déjà, d'une part, j'étais toujours en conflit avec mon employeur parce que je voulais impérativement qu'il achète de la farine de qualité. Parce que je refusais de faire du pain issu de farine basique. Pendant des années, j'ai travaillé pour lui. Malheureusement, et bon, ça allait bien. Je faisais du pain comme il fallait, avec du levain, avec du sel de Guérande. Malheureusement, il est décédé. Ensuite, j'ai dû partir travailler dans une boulangerie industrielle. Quand j'ai vu, en parlant poliment, la merde que c'était, j'ai dit, vaut mieux que je me barre de là. J'ai pris mon sac à dos, j'ai fait toute l'Europe à pied pour essayer d'aller découvrir ailleurs ce qui se passait. Parce que j'avais envie justement de changer du tout au tout, parce que dans ma vie de boulanger, c'était dans une boulangerie, c'est travail de nuit, travail de week-end, travail les jours de fête. C'est bien pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de boulangeries où le four est dans le magasin, parce que le boulanger a besoin d'avoir une vie normale, puis d'être vu de tout le monde, puis d'avoir contact avec la clientèle, son entourage. Donc j'avais envie de tout changer, et changer pourquoi? Pour partir dans la nature. Partir dans la nature, c'était difficile, je ne pouvais pas trouver de foncier, on n'en trouve pas comme on veut, n'est-ce pas? Donc pendant des années, j'ai un petit peu batifolé de droite et de gauche, en me demandant ce que j'allais pouvoir finir à faire. Puis un jour, il y a eu la maladie de ma fille qui m'a poussé à aller encore plus vite dans ma démarche. Elle était atteinte d'une leucémie, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai parti directement dans le bio. J'ai eu la chance avec la communauté de communes de Sud Arajois d'obtenir un lopin de terre. Et puis comme je suis quelqu'un qui est très entêté, j'ai voulu aller au-delà du bio. Je me suis dit il faut que je parte sur quelque chose d'encore plus naturel. J'ai donc fait des recherches et puis j'ai trouvé tout ce qui était comme culture des maraîchers de Paris. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus simple, sur une petite surface, on pouvait produire plus, naturel, et avec tous les détritus qu'on pouvait trouver, les détritus et tout ce qui était matière qu'on pouvait trouver autour, sans chercher ailleurs. Donc moins coûteux, puisqu'on n'achète pas. Tout est issu de ce qui est sur le site. Et c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans, parce que j'ai dit, bon même si ça n'existe plus autour, pourquoi pas recréer. Puis aujourd'hui, je m'aperçois qu'autour, il y en a d'autres qui cherchent à le faire aussi. Et ça me fait plaisir. Michel et François, donc l'un après l'autre. Pourquoi vous avez choisi donc la démarche en bio, et puis qu'est-ce que ça vous apporte à vous du coup?
personnellement? Déjà, je crois que ce qui est important, c'est déjà soi-même de consommer des produits sains. Parce que je voudrais compléter par rapport à ce que mon voisin disait, c'est que nous, par exemple, on utilise, l'année dernière, on n'a utilisé aucun produit, même naturel. Les problèmes, par exemple, de pucerons ou d'acariens, on l'a résolu en achetant maintenant des chrysopes. On achète les petites larves qui se développent et on en retrouve partout. Et en engrais, on n'utilise que de l'engrais organique. Donc, pas de labour, on ne fait plus de labour depuis 8 ans, on ne fait plus de labour, donc on touche le moins possible à la terre, on laisse le microbisme se développer naturellement. Et puis je dirais que la plus grande satisfaction, c'est surtout de soi-même déjà de bien se nourrir, et au moins la satisfaction de ce qu'on vend sur les marchés, c'est des produits sains. Et on pense surtout aux parents et aux enfants à qui c'est leur santé qui est en jeu. Merci. Moi, je ne suis pas trop aventurier, hein, donc j'ai fait un parcours plus classique hein, que Jean-Marie. Moi, mes parents étaient agriculteurs à Gavrelle, mes grands-parents aussi. Enfin, bon. Et donc, j'ai fait des études d'agronomie, et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, j'ai envie d'être paysan, quoi. Et donc, j'ai repris classiquement la ferme familiale en 91. Et c'était une ferme à l'époque, 110 hectares avec mon frère, et moitié irriguée, 90% du chiffre d'affaires avec les grands industriels de la région, quoi. Donc très intensive. Et malgré tout, moi, quand je me suis installé même sur cette ferme-là, j'ai fait le tour de la région des bio, et à l'époque, il y avait un animateur de l'association bio qui était à mi-temps. Et puis, voilà, c'est tout. Et puis, il y avait quelques producteurs bio, mais alors pas du tout dans mon système. Hein, mais bon, ça m'intéressait, mais je me disais, c'est complètement hors de portée, quoi. Et puis, c'est grâce au réseau de paysans avec lequel j'ai milité que je me suis dit, bah, en fait, je vais transformer mon système. Et puis, dans les années 2000, je suis revenu sur une plus petite ferme, j'ai abandonné l'irrigation. Voilà, j'ai désintensifié et ensuite j'ai essayé la bio. À l'époque, enfin, mon souci c'était vraiment de ne pas polluer, quoi. Et je voulais produire sans polluer, quoi. Et puis depuis j'ai tout converti en bio, quoi. Enfin, voilà.